Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouveau live de la reprise après la trêve estivale, live spécial Belgique, et qui de mieux pour représenter la Belgique ce soir. Je ne peux que être très content d'accueillir Pierre Van Vliet ce soir. Bonsoir Pierre. Bonsoir une fois. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation déjà. Évidemment, que serait un live sans Nathan? Bonsoir Nathan. Bonsoir Willy, bonsoir tout le monde, bonsoir Pierre. Salut Nathan. Bon, vous allez bien tous les deux? Impeccable. Tout à fait. Hâte que ça reprenne. Prêt à en découdre sur la piste belge? Sur la patinoire, tu veux dire? Ah, ben c'est peut-être, et c'est justement ce qu'on va aborder, c'est certainement ce qui va se produire. Bon, on n'est pas en Angleterre, on est d'accord, mais faut croire qu'ils vous l'ont filé, le temps. Oui, et puis bon, c'est une météo typiquement capricieuse de cette région des Ardennes, hein. La vallée de l'eau Rouge, on appelle ça le pot de chambre de la Belgique, donc c'est pas pour rien. Et c'est justement ce qu'on va pouvoir aborder ce soir. Donc évidemment, reprise des lives pour nous ce soir, reprise d'un programme que je vais vous présenter tout de suite. Donc on a au programme évidemment un petit retour sur le tracé belge. On a effectivement aussi une reprise du duel au sommet, à savoir Lewis Hamilton face à Max Verstappen. Évidemment, je le dis dans cet ordre-là, puisque c'est Lewis Hamilton qui a repris le lead. Et évidemment, on fera une petite partie sur les favoris et pronos pour le Grand Prix, avec évidemment notre concours pour cette saison sur MS Predictor. Voilà, donc on est parti. Évidemment, je suis sur le chat pour regarder vos questions. Donc n'hésitez surtout pas. Voilà, ce soir c'est la reprise, donc lâchez-vous. Voilà. Allez, c'est parti. Donc on va faire un petit rappel de ce qui s'est passé quand même il y a 3 semaines, parce que mine de rien, il faut se rafraîchir un petit peu les idées. Alors, évidemment, ce n'est pas Lewis Hamilton qui a gagné. Eh oui, Cocorico, on a le droit à Esteban Ocon. Eh oui, première victoire. Si à la rigueur, allez, je vous offre ça pour commencer le live. Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette victoire d'Esteban? Pierre, je te laisse évidemment la parole en premier. C'est toujours sympa d'avoir un premier vainqueur et dans des courses où il y a un événement un peu imprévu comme le strike du départ à Budapest. Eh bien voilà, ça ouvre des opportunités. Après, il y a forcément un facteur chance qui joue. Il faut la réussite hein, pour passer entre les coups. Ce coup-ci, c'est Esteban qui est passé. Ça pouvait être un autre. Mais après, encore fallait-il assurer jusqu'au bout. Et Esteban l'a fait avec beaucoup de maîtrise et il n'a pas volé sa victoire du coup. Voilà, donc c'était très, très émouvant. Et ça tombait bien aussi avant la trêve pour Esteban qui a eu un début de saison un peu compliqué avec des hauts et des bas, et pour Alpine qui ne se voyait pas gagner un Grand Prix si tôt dans cette nouvelle identité de l'équipe. Et donc ça donne un coup de fouet bienvenu à tout le monde. Et pour le coup, qu'est-ce que tu en retiens aussi, Nathan, de cette... Bon, on peut dire que c'est un exploit, hein, finalement. Oui, oui, c'est un exploit. Alors, j'ai envie de dire qu'on est gâté. On est gâté sur cette décennie de 2020. On est gâté. Deux victoires françaises déjà en 2 ans. C'est fabuleux. À chaque fois, les deux ont été opportunistes. Certes, beaucoup diront oui, mais c'est un coup de chance parce que Lewis n'était pas devant, patati patata. Oui, mais bon, il était là. Comme ça a été dit, ça aurait pu être un autre. Mais voilà, en plus, on a vu un Esteban qui était concentré, qui savait ce qu'il fallait faire, qui a retenu Vettel pendant toute la durée de la course parce que Sébastien est resté tout le temps à une seconde et demie, voire 2 secondes au grand max. Mais autrement, il a toujours gardé ce lead. Il n'a pas cédé à la pression. Donc ça, c'est très important. Et je suis désolé de le dire, mais quand il n'y a pas les top teams qui sont devant, ben c'est plus sympa quand même. C'est beaucoup plus sympa. Bon, Ça change un peu, c'est vrai. ah, bah, ah, Ça, bah, ça, ça donne confiance à Esteban. Hein. C'est ça qui est aussi encourageant, enfin, et à toute l'équipe.
Mais Esteban, ça va voilà, il arrive à Spa avec le vent dans le dos. Alors, évidemment, ça peut pas rigoler comme ça tous les week-ends, mais la voiture n'est pas une voiture gagnante à la régulière sur le papier à ce stade-ci. Mais, comme tu l'as dit, il faut saisir les opportunités quand elles se présentent. Et là, il l'a bien fait, un peu comme Piero Gasly l'an dernier à Monza. Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on risque d'avoir encore un Grand Prix, et justement, on va l'aborder, qui peut nous réserver encore des surprises, parce que il y a différents points qu'il faut prendre en compte. Sébastien Vettel, finalement, perd sa place parce qu'il n'avait pas le litre nécessaire pour la vérification du carburant. Donc, malheureusement, il perd tout. Et Aston pareil. On a aussi évidemment du coup Lewis qui grappille de ce fait des points supplémentaires au championnat, donc inconsciemment ça aide pas, même si Max Verstappen pour le coup a eu un point de plus. Bon, voilà. Mais c'est sûr que ça continue de creuser l'écart, et il y a un autre point non négligeable, parce qu'on en a parlé justement de Valtteri Bottas, mais pour le coup il va avoir 5 places de pénalité à la suite de justement cet incident qui s'est déroulé dans le premier tour, même premier virage pour faire plus simple, du GP d'Hongrie. Oui Nathan, ouais. En sachant que Max et Sergio auront aussi des pénalités parce que les moteurs de Budapest n'ont pas pu être sauvés. Ils n'ont pas pu être réparés, donc changement de moteur. Donc malheureusement, il y aura des places de Ce ne pénalité. pas des pénalités pour cette fois-ci. Hein. Donc, ils ont leur troisième moteur là. Donc il reste quand même 12 Grands Prix en principe. Donc ils sont déjà au troisième moteur. Donc le risque de pénalité, ce sera le jour où ils mettront un quatrième moteur. Ah, mais j'ai compris que c'était ça, d'accord. Voilà, donc c'est pas pour ce week-end. Bottas, en revanche, oui, Bottas et Stroll, bien sûr, eux, ils sont pénalisés suite aux événements de Budapest. Mais Spa, à la limite, est un circuit qui n'est pas très pénalisant. Perdre 5 places sur la grille, c'est pas un drame parce que c'est un circuit où on peut doubler. Et vu le contexte météo, on va sans doute avoir une course assez sauvage, un peu décousue. Et c'est parfois dans ces circonstances-là qu'on peut tirer à profit le fait qu'on est peut-être un peu moins bien mis sur la grille. C'est moins grave que sur d'autres circuits. À Monza la semaine prochaine, ou à Zandvoort la semaine prochaine, ou à Monza la semaine d'après. Ça, c'est les circuits où on se retrouve dans un train de DRS et où pour doubler, bonne chance. En plus, il faut le préciser vis-à-vis de Monza, il y aura la course sprint. Enfin, pardon, la qualif sprint. Pas la course. La qualif sprint du samedi, oui. Ouais. Donc c'est pour ça, même si ça paraît rien, on sait très bien que ça fait 3 points. Et là, en l'occurrence, 3 points, ça réduirait l'écart entre Max Verstappen et Lewis. Donc, tout à fait. Voilà, c'est en soi, on sait très bien que ces courses sprint, en sachant, punaise, qualif sprint, j'y arrivais, vis-à-vis de la dernière qualif sprint qu'on ne connaît pas encore réellement le pays qui l'accueillera, pourrait être décisif en fait. Donc ça, évidemment, on en reparlera la semaine prochaine vis-à-vis de Monza, mais on a effectivement d'autres opportunités pour ces pilotes-là. Et là, en l'occurrence, cette fois-ci, c'est une simple course, comme on a l'habitude, mais qui a toute son importance et qui a tout son historique, à la fois dans le bonheur et malheureusement aussi dans le tragique, on va en revenir. Parce que c'est important aussi de reparler d'Antoine Hubert, j'en reparlerai un tout petit peu après, parce que c'est important pour nous de se souvenir de lui comme de Jules Banquier et bien d'autres malheureusement. Voilà, on a ce devoir aussi de les garder en mémoire, de garder aussi que ce sont des pilotes qui vivaient leur passion jusqu'au bout. Voilà, on n'a pas le choix que de le préciser. Juste cette petite transition sur le circuit, après on parlera vraiment d'Antoine Hubert quelques instants. Évidemment, donc pour le circuit, on a un circuit qui est très très gourmand en pneumatique. Même si l'année dernière, Mercedes a eu, on va dire, des facilités à tenir la gomme, même avec de l'usure, qui n'était pas nécessairement très menacée par Red Bull. Donc là, en l'occurrence, cette fois-ci, ça pourrait changer, parce qu'on a bien vu que Red Bull, avec la RB16B, était quand même beaucoup plus véloce, beaucoup plus performant, et pourquoi pas même un petit peu plus conservateur sur les pneus. Donc on va pouvoir voir ce que ça donne sur un circuit de cette sorte, surtout que tu connais presque, à mon avis, Pierre, tu connais par cœur. Je ne saurais faire cet affront.
Alors, je connais la piste parce que d'abord je suis un dinosaure de Jurassic Park là-bas, Jurassic Spa. Et puis bon, j'ai couru à Spa très longtemps. Alors c'est pas de la F1 évidemment, mais j'ai fait plein de fois les 24 heures de Spa, etc. Donc le circuit n'a pas de secret pour moi. Maintenant, pour parler des pneus, puisque tu évoquais la question, alors c'est vrai que c'est un revêtement assez abrasif, mais qui procure beaucoup de grippe quand même. Donc on peut avoir un peu d'usure, mais il y a de l'adhérence. Donc on constate d'ailleurs que les derniers Grands Prix, c'est plutôt des stratégies à un seul pit stop. Donc ça veut dire qu'on ne bouffe pas des pneus non plus. Alors il y a certaines voitures qui les dégradent plus vite que d'autres, évidemment. Mais, et puis surtout, ce week-end, parce qu'on annonce une météo un peu, en tout cas gramouillée dans le meilleur des cas, Oui, ça ne devrait pas poser de problème, l'usure des pneus. Et des températures fraîches aussi. Oui, tout à fait. Ah oui, là, j'étais hier à Spa, il faisait 25-26 degrés, il faisait magnifique, et ce matin, il faisait 14. Donc voilà. Ouais. Parce que j'avais regardé les moyennes, c'est autour de 15 degrés, ce qui est quand même assez frais. Hein. Parce que, donc là, pour la course, sous la flotte, ça va peut-être être difficile pour des écuries dont je pourrais limite taire le nom, parce que As, ils seront pas... Voilà. Pour les pneus, ça va être chaud. Hein. Ça va être compliqué. Je pense. Oui, alors en plus, ça va être d'autant plus compliqué parce que depuis le début de la saison, on a vu la Mercedes qui est pas forcément à l'aise avec les pneus, qui a l'air d'user plus que Red Bull. On a vu en Hongrie que même en faisant plusieurs arrêts, Lewis avait un petit peu du mal avec sa gomme. On voyait que ça usait beaucoup. Même après, il faut dire qu'il a beaucoup attaqué. Ça dépend de la configuration aussi oui, tout à fait. de aéro, etc. On n'est pas du tout sur le même circuit que Budapest, évidemment. Et à Spa, il y a vraiment le fait qu'il y a le premier et le dernier secteur qui sont très rapides, et le secteur du milieu, donc toute la descente de la nouvelle portion, qui est plus gourmand, plus exigeant en aéro et sur les pneus. Alors après, ça dépend, est-ce qu'on met beaucoup d'appui, beaucoup d'ailerons arrière ou pas? En fonction des choix de réglage, eh bien, on peut un peu se préserver les pneus ou pas tout à fait. Et on verra entre Mercedes et Red Bull, justement, s'il y a une équipe qui privilégie plutôt les secteurs rapides ou plutôt le secteur du milieu, où on peut gagner beaucoup de temps, mais c'est dans le premier et le dernier secteur qu'on peut dépasser, en l'occurrence, au freinage des combes en haut de la montée du Kemmel et au retour à la dernière chicane avant les stands. Tu vois, ce circuit, il me fait un petit peu penser au circuit du Paul Ricard, dans la mesure où on a des zones très rapides et d'autres plus lentes. Et on a vu que sur cet exercice-là, Red Bull était très fort. Donc peut-être que si on... ne peut pas comparer, honnêtement. D'abord, c'est beaucoup plus vallonné. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, les portions que tu appelles lentes ou qu'on peut appeler techniques, elles sont très rapides à Spa. Franchement, il n'y a pas de virage lent à Spa. Il n'y a que la source. Tout le reste, c'est en 4e, 5e, ça bombarde. Tu vois, le pif-paf, les combes, ça rentre très vite. C'est vrai que maintenant, ça va très la vite. Descente, le double gauche, c'est à fond de 6, 7, 8e maintenant. On est à 8 vitesses. L'enchaînement suivant, les fangles, c'est très très vite, les deux droites avant de remonter. Donc il n'y a pas de virage vraiment, il n'y a pas de partie lente à Spa. Il y a une partie un peu technique, mais il n'y a pas de partie lente. D'autant plus qu'on est en descente dans cette partie-là. D'ailleurs, donc effectivement, bon, on l'a déjà dit tout à l'heure, tu connais le circuit par cœur, Pierre. Mais est-ce que tu as une partie favorite sur le circuit où tu adores voir les monoplaces passer, par exemple, où tu es impressionné en permanence? J'ai une petite idée. Lyon, par exemple. Mais... Alors, l'eau rouge, c'est vrai que c'était le juge de paix en pilotage. Le problème, c'est que maintenant, depuis qu'ils ont les dégagements qui sont asphaltés, on peut se louper à l'eau rouge et on rate la corde ou on se loupe, on part même en vrac dedans. On sait qu'on peut y aller à gauche ou à droite. Donc, ça n'est plus pénalisant, même si en course, ça peut être très dangereux. On va en parler, puisque ça reste un endroit, on est au-dessus de 300 à l'heure, donc s'il y a un problème, c'est jamais une bonne nouvelle. Moi, un endroit qui me bluffe vraiment beaucoup, et j'aime bien y aller même en bord de piste, pour humer ça ou pour voir ça de visu et pas seulement à la télé, c'est la descente et le fameux double gauche de Pouhon,
Parce que les F1 aujourd'hui, c'est quasiment à fond. En qualif, c'est un endroit où ils soulagent éventuellement un peu et ils remettent la patate parce que c'est un long virage avec une double corde. Et franchement, moi je connais bien ce virage, je peux vous dire que quand on court dessus, c'est un vrai virage, quoi. Normalement, ça exige un coup de frein et de tomber un ou deux rapports. Eh bien là, en F1, maintenant, il y a tellement d'appui, ils sont tellement vissés par terre qu'ils peuvent enquiller quasiment à fond. Alors, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un qui soit déjà vraiment passé à fond absolu, mais visuellement, c'est très, très impressionnant. Et Nathan, c'est vrai que je t'ai pas posé nécessairement la question. Tu t'étais déjà rendu à Spa? Oui, pour les 24 heures de Spa en 2018. Bon, voilà, c'est pas les F1, mais est-ce que Non. du coup C'est une t'as... belle course. Ouais, bah oui. Mais Oui, franchement, Spa, c'est un circuit qui est mythique, que ce soit l'ancien tracé ou le nouveau, qui sont tous les deux très jolis. Tu vois, moi, la partie que j'aime bien, c'est vraiment de la source jusqu'au raidillon, parce que à la télé, on se rend pas bien compte, parce qu'on se dit que ça descend légèrement. Mais non, ça descend beaucoup quand on est vraiment au pied du raidillon. Et le raidillon, pour l'avoir monté à pied et même pour faire le tour en tant que spectateur, ça monte beaucoup. ouais. Mais non, même tout le circuit est joli. Si à certains endroits, si on se place bien, ben on peut voir beaucoup du circuit et c'est magnifique vraiment de suivre la voiture au loin et tout, de la voir disparaître parce qu'il y a les arbres, tout ça, de la voir réapparaître. Non, franchement, c'est quelque chose de très joli. Et même il y a eu une atmosphère particulière sur ce circuit, je trouve, parce que justement, on est à Spa-Francorchamps sur l'un des circuits les piliers, j'ai envie de dire, de la F1, qui est là depuis des années et des années, et que pour ma part, j'ai juste l'expérience des 24 heures de Spa, donc comme c'est le GT3, c'est une atmosphère qui est particulière, j'ai envie de dire, c'est familial, entre guillemets. Donc voilà, j'ai cette expérience-là avec la F1, je sais pas comment est l'atmosphère. La F1, il y a beaucoup de monde, mais il y a vraiment aussi une atmosphère. C'est très populaire, il y a du monde. Et comme le circuit est merveilleusement intégré dans la nature environnante, dans ce relief ardennais, il y a des tribunes naturelles, quoi. Et les gens sont là en haut des combes, dans la montée du Kemmel ou au-dessus des combes. Effectivement, comme tu le dis, on a une vue extraordinaire à 180 degrés où on voit les voitures à plusieurs endroits du circuit, ou même dans les bois en remontant vers l'arrêt de bus. Et là, il y a un public de passionnés qui dévore le spectacle. Mais c'est un circuit qui a 100 ans, cette année-ci. Hein, tout juste 100 ans. Donc, c'est le plus ancien des circuits encore en activité. Alors, forcément, ce n'est pas le même tracé où il a beaucoup évolué avec le temps. Mais quand il y a une quarantaine d'années, un peu plus, il a été raccourci de moitié. Et cette nouvelle portion, la descente dans la vallée du Pouhon et de l'eau Rouge, ça a été très, très bien fait parce que ça a parfaitement respecté l'esprit du circuit, de la difficulté du tracé, et justement le fait que ça épouse le relief et que ça s'intègre harmonieusement dans cette nature qui est merveilleuse. Hier, on a fait une démo sur l'ancien circuit, dans la descente de Masta, entre Malmedy et Stavelot, avec des vieilles F1 et des pilotes de l'époque. On s'est bien marré, comme des anciens combattants que je suis, mais pour les 100 ans de Spa, c'était vraiment symbolique de le faire à cet endroit-là, parce que quand vous allez à Spa, je vous recommande vraiment non seulement, évidemment, de vous en mettre plein les mirettes sur le nouveau tracé, mais surtout, allez voir à quoi ressemblait l'ancien circuit. Il faut absolument descendre jusqu'à Stavelot par la descente aux Combes, on prend à gauche, on descend Burnanville, Malmedy, Masta, Stavelot. C'est complètement dingue, complètement dingue. Quand on voit les vitesses qu'ils atteignaient à l'époque, il y a un demi-siècle, quoi, hein, c'est et il passait à côté des maisons. Des maisons, des poteaux en béton, des arbres. Le S de Masta, c'est complètement dingue parce qu'ils étaient quasiment à fond. Il faut savoir que le dernier Grand Prix sur l'ancien circuit, c'est en 70, avec la victoire de Pedro Rodriguez, à 240 de moyenne. Ce qui est très élevé. Et il aura fallu attendre Raikkonen à
Monza 2018 pour battre cette vitesse moyenne. Vitesse moyenne. Et alors, ça, je vous dis, c'est la F1, mais en 74, donc c'est jamais que 3 ou 4 ans plus tard, les protos, donc les voitures de sport de l'époque, donc les Matra et les Ferrari 312 PB, là, Pescarolo avec la Matra X sur la Ferrari, ils étaient au-dessus de 260 de moyenne. 260 de moyenne. Il faut toujours freiner à la source et mettre la première. Donc ça veut dire qu'ils sont à 300 partout. Et quand vous faites le tour de l'ancien tracé et que vous dites les mètres sont à 300, avec, comme tu dis, les maisons, les arbres et des pneus qui n'étaient quand même pas non plus des... Enfin bon, c'est... Et les modes de paille limite pour limiter la piste. Et... Ouais. Les mecs étaient très courageux, c'était pas le même sport, quoi. C'était vraiment, vraiment de la bravoure. C'est sûr que oui. Et par contre, tu vois, moi je suis très content qu'il y ait tu vois, là dans les bois, il y a entre le double gauche et justement qui ramène au raidillon, qui est une section qui coupe parce que autrement, si tu t'es là, que tu dois faire le grand tour du circuit, oh mon Dieu. C'est ce qu'on appelle la route de service à l'intérieur, oui, tout à fait. Ouais, mais même là, c'est agréable, tu vois, tu te balades dans les bois avec le GT3, avec le son des voitures et tout, c'est très agréable. Et en étant au fond de la vallée, et alors tu entends les voitures, ça résonne dans les sapins, enfin c'est unique, vraiment, c'est unique. Il y avait l'ancien Nürburgring qui était un peu comme ça, mais sinon, c'est vraiment unique. Et pour ça, avoir un circuit comme ça qui est centenaire et qui est pérenne maintenant, hein, parce qu'il a quand même été modernisé. Et c'est vraiment, enfin, pour nous les Belges, c'est une fierté, c'est un joyau du patrimoine, parce que c'est connu dans le monde entier, quoi. C'est vraiment la perle des Ardennes. Parce que après, bon, en l'occurrence, j'ai pas pu m'y rendre pour le moment. Ça sera bien sûr un des circuits que j'aimerais aller voir, surtout un des grands prix que j'aimerais aller voir avec Monza. Ça ferait vraiment sympa. J'ai pas eu l'occasion de faire autre chose que malheureusement le Grand Prix de France. Mais en l'occurrence, il y a une chose qui est sûre, on a abordé la partie sécurité. Évidemment, on en a parlé un tout petit peu juste avant. Je pense qu'il est toujours important de ne pas oublier qui a fait évidemment l'histoire, que ce soit heureuse ou malheureuse d'un circuit. Et là, en l'occurrence, on ne peut pas oublier Antoine Hubert. Donc Antoine, ça fait presque 2 ans qu'il a subi son accident, qui a été très tragique pour tout le monde du sport auto, qui a été tragique, y compris pour sa famille, dont on pense évidemment à sa mère Nathalie et son frère. Et évidemment, il y a tout un nombre de personnes qui ont été touchées de près ou de loin par finalement ce traumatisme. Et la sécurité montre qu'elle a encore quelques failles, mais malheureusement celle-ci, on ne pourra pas s'y atteler et s'y pencher plus ce soir, ce n'est pas le but. Mais voilà, au moins, surtout remémorer Antoine. Voilà, 31 août 2019. On pense toujours à toi, Antoine. Et puis, obtiens tes victoires tout là-haut. Obtiens tes victoires. Voilà, Ce qu'il faut savoir, c'est que ces circuits à l'ancienne, justement, tu parles de Monza, mais c'est vrai, bon, ce sont des temples. On y arrive, il y a une atmosphère particulière et on sait qu'on est dans l'histoire du sport automobile, dans la tradition. Tu arrives à Monza, tu arrives à Spa, je parlais du Nürburgring, tu arrives au Mans, c'est une cathédrale, Indianapolis, c'est comme ça. Enfin voilà, c'est les grands monuments de la course automobile. Mais comme ce sont des circuits un peu à l'ancienne et assez rapides, c'est forcément dangereux et c'est forcément plus dangereux que des circuits modernes qui sont des espèces d'énormes tilcodromes, comme on dit, avec des zones de dégagement gigantesques, mais où les spectateurs, s'ils n'ont pas de jumelles au bout des tribunes, ils ne voient pas grand-chose. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Sur des circuits comme ça, le risque zéro n'existe pas, malheureusement. C'est vrai dans la vie en général, c'est vrai partout, c'est vrai sur la route. Hein. Et c'est vrai qu'à des endroits comme on ne peut pas changer le tracé, là, on peut pas faire. Enfin, une année, il y a eu une espèce de surréaction après les drames d'Imola en 94. Ils ont mis une chicane au pied du raidillon de l'eau rouge, mais c'était un sacrilège. Avec la première en bas de l'eau rouge. Alors que voilà, ça a fait un tollé, finalement, on y a renoncé. Mais l'accident d'Antoine, c'est typique des problèmes qu'on peut rencontrer sur ce raidillon, parce que
on l'escalade, on est forcément à très très haute vitesse, et au sommet du raidillon, il y a une zone on est à l'aveugle, on ne voit pas le haut de la butte. Et alors l'accident d'Antoine, je me souviens, il y avait Giuliano Alesi qui a eu sans doute une crevaison lente ou un problème, qui est parti en vrac, et derrière, forcément, on est en début de course, c'est le deuxième tour, donc le peloton est compact, donc les types, c'est sauf qui peut, et là, à partir de là, c'est la loterie. Et malheureusement, Antoine, voilà, il a tapé, il est revenu au milieu de la piste, et le malheureux Correa voilà, ne pouvait rien faire, vraiment rien faire. On a eu un accident pas très différent il n'y a pas longtemps, aux 24 heures de Spa, justement, en GT. J'allais le préciser aussi. Oui. Une fois que ça part en vrille là-haut, c'est vraiment, il faut croiser les doigts, quoi. Moi, ça m'est arrivé personnellement aux 24 heures de Spa. Je n'ose pas vous dire quand, il y a les années 90, où j'ai tapé à gauche dans le raidillon, ma voiture a rebondi au milieu de la piste, et j'étais perpendiculaire à la piste avec les mecs qui arrivent au taquet et qui ne me voient pas. Donc le risque de se prendre un T-bone, là, voilà, je peux vous dire que ça fout les chocottes. Mais heureusement, ouais, je te laisserai après à dire, Nathan. Heureusement, grâce, on va dire, à la science, grâce au progrès, Juan Maquera aujourd'hui peut compétiter. Voilà, il va être en F3 encore ce week-end. Et évidemment, ça va être pour lui, à mon avis, chargé en émotion parce qu'il n'a pas eu l'occasion de revenir vraiment sur la piste pour rouler avant. Voilà, ça fait 2 ans et il n'a pas eu l'occasion de rouler sur Spa avant, en monoplace du moins. Donc je pense que ça va être très chargé d'émotions, mais justement, il va se battre comme un lion pour essayer de vraiment donner. C'est valable pour tous les pilotes qui ont vécu cette tragique expérience, hein, parce que hier, j'étais avec Denis Auger, le leader du championnat d'F3, là, qui court avec Correa. Donc, hein, il y avait Arthur Leclerc et toute la bande. Bon, ils sont jeunes, ils sont très jeunes, donc ils n'ont pas vraiment encore été confrontés au drame que ça peut constituer en course. Et c'est très récent. L'accident d'Antoine, évidemment, ça a été un choc pour toute une génération. Tous ses copains du karting, enfin Gasly, Ocon et tout le monde. Et y compris évidemment des pilotes plus âgés ou plus expérimentés. L'accident de Jules, je me souviens, alors bon, Jules, il est décédé quelques mois plus tard. Je me souviens avoir été à l'enterrement de Jules à Nice en juillet 2014, si je ne me trompe pas. Eh bien, tout le paddock était là, enfin tous les pilotes étaient là, et ils étaient bouleversés parce que leur génération n'avait jamais connu ça. Jamais connu mort d'homme sur un circuit. Et je dirais même, ils n'ont jamais été à l'hosto. Enfin, voilà. Donc là, c'est un traumatisme, et pour Juan Manuel encore plus, évidemment, parce qu'il y a aussi une forme de culpabilité, enfin de culpabilité façon de parler, mais on se dit qu'est-ce que j'aurais pu faire pour éviter ça. Donc effectivement, sur le plan émotionnel, ce sera sans doute pénible pour lui ce week-end. Du coup, Nathan, tu voulais rebondir aussi un petit peu sur le sujet, et puis après on va avancer un peu sur. Oui, je voulais dire que oui, c'est un circuit qui est mythique, et malheureusement, le risque zéro n'existe pas. On le sait très bien, le sport mécanique en général, puisque j'englobe aussi la moto, c'est un sport qui est très dangereux et qui, malheureusement, même avec les progrès qu'on a fait en termes de sécurité qui ont été faits depuis des années, tout ça, mais malheureusement, le risque zéro n'existera jamais. Mais voilà, on voit que quand même la sécurité est là, que tout est fait en œuvre pour améliorer les chances de survie des pilotes en cas de très 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 gros accidents. On l'a vu avec Romain Grosjean à Bahreïn, que là, la scène était vraiment irréaliste. Quand j'ai vu cet accident, cette boule de feu et tout, je me suis dit, sur le moment, il y a un pilote qui est mort. De suite, parce que ce que disaient les journalistes, tout ça, c'est qu'on est une génération qui n'a pas été habituée à voir des accidents comme ça. Certes, je pense
que avant, dans les années 70, tout ça, c'était, j'ai envie de dire quelque chose d'entre guillemets. C'est pas pour faire, oui, bah, c'est la C'était quelque sécurité chose de des. régulier. Si on veut pas être vulgaire, c'est Voilà, quelque chose de malheureusement régulier. Enfin, voilà, c'était quelque chose de malheureusement. régulier que ben, les pilotes savaient que ça pouvait arriver et ben, ils faisaient avec, ils n'avaient pas le choix. Malheureusement, c'est comme ça. Ils Et étaient, ils étaient conscients du risque, en fait, à voilà, l'époque. c'est ça, ils Le étaient conscients du plancher risque. faisait partie du contrat, comme disait François Sévère dans son bouquin, hein, la mort dans mon contrat. Alors que cette génération-ci, dont on parlait à propos de l'accident d'Antoine ou la mort de Jules, eux, effectivement, ils étaient presque protégés, presque à l'abri de tout ça. Voilà. Alors que tu parles des années 70, moi j'ai bien connu ces années-là, et effectivement, il y a des périodes, il y a des lois, des séries comme ça où les mecs tombaient comme des mouches. Donc, ils partaient au Grand Prix en sachant que le risque de ne pas revenir était bien réel. Moi, j'ai été souvent à des Grands Prix avec Jackie X dans les années fin 60, début 70. On partait de chez lui, il fermait la porte et il disait, je suis pas sûr de revenir lundi. Et les statistiques étaient terribles. Ils étaient, je crois, 24 pilotes à l'époque et il y avait 3 morts par an. En gros, les mecs avaient une chance sur 8 d'y rester. Mais statistiquement, c'est énorme, quoi. Donc, c'est pas mentalement, c'est pas la même approche, c'est pas la même, le- voilà, c'est pas le même contexte. Évidemment, c'est une autre époque, on peut pas comparer. Euh, hein, les années 50 même et 60. Quelque part, la camaraderie des pilotes aussi, c'était un peu les chevaliers des temps modernes, entre guillemets, mais ça me faisait un peu penser aux pilotes de chasse pendant la Deuxième Guerre mondiale, quoi. Les mecs qui partaient en mission, ben, il y avait un tiers des mecs qui revenaient pas, c'était dans le deal, c'était la norme. Évidemment, aujourd'hui, ça choque, aujourd'hui, c'est plus accepté moralement par la société. Mais voilà, là, on parle d'il y a un demi-siècle et malheureusement, j'y étais déjà. Non, au contraire, Pierre, moi, j'ai envie de te dire, c'est fort d'expérience parce que la preuve, c'est que aujourd'hui, tu peux nous raconter tout ça. Et voilà, enfin, nous, on est friands, que ce soit sur F1 Race Live, Endurance Live, Karting Live et Driving Cars, on est friands, on est passionnés de tout ça. Et Donc, sur F1i, messieurs. mais oui, justement, mais vas-y, on en profite pour faire un petit peu de promo de ton côté, si tu veux. F1, bah, si, c'est normal. Vous connaissez. Voilà, voilà. Non, mais voilà, donc effectivement, sur F1i, vous pouvez retrouver un bon nombre d'informations, notamment sur la F1, mais pas que. Voilà. Et évidemment, Oui, enfin, disons la monoplace en général, et puis ouais. voilà, on essaie d'être complet, mais c'est quand même la F1, quoi. C'est notre fonds de commerce et c'est notre zone d'expertise et de confort, on va dire. Mais même si on pourra peut-être parler un peu de F3 comme on a fait tout à l'heure, parce que ça Ah sera oui, bien sûr, c'est toujours le petit bonus qu'on se fait à la fin de live, c'est-à-dire que sûr, mais on c'est parle de la. l'antichambre de la F1. Ça fait partie des grands prix, donc c'est évidemment que c'est important. Hmm. Donc nous c'est traditionnel, c'est-à-dire que sur un before ou un after, on parle de la série qui est en cours en même temps que la F1. Donc en l'occurrence Sur cette F1, fois-ci c'est pareil. la F3. Voilà, voilà. Donc, donc voilà, ça, c'est évidemment ce qu'on abordera à la fin. On pourra pourquoi pas aussi pronostiquer sur une petite victoire parce que bon, Denis Sauger est quand même très proche. Bon bref, je vais pas aller plus loin pour le moment. Voilà, je vais pas aller plus loin pour le moment. Euh, bon, évidemment, on a fait le tour quand même pas mal du circuit. On va aller sur la partie évidemment à la fois enjeu et à la fois prono parce que on a des cartes qui ont été un peu rebattues malheureusement avec le dernier Grand Prix, les deux derniers, parce que mine de rien, Max Verstappen a payé les pots cassés. Il n'a pas eu trop de chance. On va pas revenir sur l'Angleterre. On va pas revenir plus que ça sur le Grand Prix de Hongrie. Mais bah voilà, actuellement c'est très presque bredouille. Voilà, Max Verstappen. Donc face à un Lewis Hamilton qui score et qui ne s'arrête plus. Forcément, Lewis a repris le lead. Ça va être peut-être compliqué à Spa, parce que bon, il a pas fini sur une très grosse place l'année dernière, il a fini que troisième, on va dire, c'est bien, mais si vis-à-vis de cette année, il souhaite gagner et devenir champion, malheureusement, c'est pas en étant troisième qu'on peut gagner un championnat.
Donc, on va revenir sur ça au tout départ. Qu'est-ce qu'on pourrait penser de Max Verstappen sur ce circuit? Est-ce que c'est un circuit qui pourrait convenir à la RB16B comparé aux Oui, autres? alors moi je pense que la Red Bull elle a beaucoup évolué quand même depuis l'année dernière. Le moteur Honda aussi a gagné de la puissance pure, intrinsèque. Donc à Spa, c'est vachement important parce que c'est longue montée. Les deux parties rapides, en plus c'est en côte, donc il faut des chevaux. Et donc on a certainement un meilleur potentiel dans la Red Bull Honda cette année que l'an dernier. Donc on ne doit pas trop se fier aux comparaisons d'une année à l'autre. Max sur un circuit comme ça, évidemment, il est au top, quoi, parce que Max Verstappen, c'est quand même un talent inouï. Et je dis bien Verstappen et pas Verstappen. Voilà, il faut dire Verstappen. Voilà, ça, c'est les Néerlandais, ils roulent un peu le R, donc c'est Verstappen, mais ils ne chointent pas le S. Je ferme la parenthèse, hein, c'est un clin d'œil. Euh, mais donc moi, je pense que la Red Bull peut tout à fait être dans le coup, peut être en pôle à Spa, même si Mercedes, théoriquement, évidemment, a toujours eu l'avantage sur ce tracé, mais bon, parce que Mercedes avait une guerre d'avance. Là, je pense que leur avance est forcément réduite, amenuisée. Alors, on va voir si les dernières évolutions, parce que soi-disant, on arrête la course au développement, mon œil, et voilà, ils essayent aussi bien chez Red Bull, chez Honda que chez Mercedes, en châssis comme un moteur, de quand même d'aller chercher le dernier carat. Donc, pendant la trêve, même si les usines sont soi-disant fermées aussi pendant 15 jours, je peux vous dire que ça ne chôme pas. Et donc, on va certainement voir des évolutions. Et là, je veux bien faire la promo des FINI un court instant avec les papiers techniques de Nicolas Carpentier qui sont toujours très fouillés et très didactiques parce que Nicolas, il est très pointu techniquement, mais c'est aussi un pédagogue. Donc, je vous les recommande. Ouais. Bah, écoute, de toute façon, d'un côté, tu as tout à fait raison d'en reparler parce qu'il y a aussi un autre point, et Nathan, je pense que tu vas pouvoir en parler aussi, c'est vis-à-vis de Ferrari. Parce que Ferrari, ils apportent une Tout à petite fait. nouveauté qui est plus orientée, on va dire, fiabilité, mais un moteur un peu plus fiable peut potentiellement dériver vers un peu plus performant. Donc, est-ce que ça pourrait être le cas? Ben, tu vois, Peut-être pas de ce d'Espagne, que de ce que j'en ai vu, c'est qu'ils apportaient un moteur avec plus de puissance. Réellement, parce que comme Ferrari n'a pas apporté l'évolution qu'il devait, ils peuvent le faire. C'est ce que j'ai compris. Donc peut-être que c'est pas ça ou Non, tout mais ça, mais c'est ce que Nicolas explique donc très bien sur F1i, sauf que cette évolution moteur à laquelle Ferrari a droit, contrairement aux autres, puisque en termes de stade de développement, ils en avaient gardé un sous le coude, en principe, ils l'introduisent à Monza et pas à Spa. Donc à Spa, on aura peut-être des petites retouches, etc. Mais les 10 chevaux de plus là qu'on annonce, ou 15 chevaux, c'est pour Monza. Parce que c'est traditionnel chez Ferrari. À Monza, il faut que la cavalerie suive. oui. Donc Mais c'est pas si un petit peu plus de fiabilité, ce serait encore bien de la part de Ferrari. Qu'on a vu que le moteur Ferrari, je veux pas dire de bêtises, mais il est très fiable pour le moment. Hmm. Tous les moteurs sont fiables. Honnêtement, c'est vrai qu'il y a eu quelques incidents là récents, mais les moteurs Honda sont endommagés en raison des accidents de Max à Silverstone et de Perez à Budapest. C'est pas de la fiabilité d'usure. À Imola Oui, oui, il n'a pas été, il a pas été aidé à Budapest. Mais ça aussi, c'est une erreur enfin une erreur, c'est facile à dire, hein, une erreur de jugement, soit du team, soit de lui par rapport au choix des pneus. Là, l'image surréaliste de la Mercedes toute seule sur la grille, c'est quand et même encore, ça aurait bizarre. été encore plus surréaliste de ne voir personne sur la grille. Hmm. Oui, c'était pas exclu, c'était pas, c'eût été quelque part logique. Mais voilà, quand on ouvre la piste, qu'on est en pôle, dire je rentre au stand alors que j'ai 20 voitures derrière moi, et que en plus j'ai le premier garage, donc si quand je repars, il y a forcément embouteillage devant, je peux comprendre que Lewis, spontanément, lui disent bon ben, on démarre comme ça, on verra bien. Hmm. Par Oui, contre,
Dans les deux cas, il était bloqué. Oui, en fait. voilà. Et par contre, le team, voilà, le fait que tous les pilotes étaient unanimes pour dire que c'était sec, quoi. Donc, partir en intermédiaire, c'était suicidaire. Mais bon, voilà. Ouais. Ça nous a valu un beau Grand Prix. Mais Et un beau vainqueur. justement, je vais rebondir là-dessus parce que on l'a précisé tout à l'heure en début de live. Esteban Ocon, première victoire. Alpine était clairement sur le sommet. Et là, est-ce qu'on serait capable d'avoir un podium tout à fait, de par la pluie, tout à fait aussi imprévisible? Disons qu'avec la pluie, tout est possible, hein, à Spa. Maintenant, il faut quand même une bonne auto pour être performant à Spa, même sur le mouillé. Et bon, avoir un carton qui élimine tout le monde façon Hungaroring, il faut quand même pas rêver non plus, même si, que ce soit à la source ou au pompe, ça peut arriver. Mais on ne souhaite pas, quoi, hein, c'est pas le but. Donc moi, je pense pas qu'on peut avoir, par exemple, les Alpines, je les vois mal à Spa. Je pense pas qu'ils vont être très, très performants à Spa parce qu'il y a quand même encore des carences aéro voilà, qu'ils ne vont pas pouvoir combler, même sur le mouillé. En revanche, on peut avoir des surprises. Par exemple, on n'a pas parlé encore de Pierre Gasly, AlphaTauri. Bon, l'AlphaTauri, elle est très performante. Elle a aussi le moteur Honda dernière évolution qui bombarde. Et Pierrot, sur Spa, il est bluffant. Il est très, très fort à Spa. Donc voilà, sur un podium, pourquoi pas sur une course un peu décousue, un peu sauvage, Gasly, il est tout à fait capable de tirer son épingle du jeu, par exemple. Mais je ne vais pas m'aventurer en pronostic parce que je suis très mauvais en pronostic. C'est pas grave, on est là pour s'amuser, Pierre. Il y a pas de là c'est y a pas d'enjeu. On est vraiment dans. Oui, bien sûr, bien sûr, Ne bien t'inquiète sûr. pas. Mais allez Nathan, à toi de te mouiller. Oh, en plus, ouais, non, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué. Bon, pour les trois premiers, j'ai envie de dire, il y a une tendance qui se dégage tout le temps, mais après, c'est pour le reste que c'est toujours aussi compliqué. Même la troisième place ouais, j'ai envie de dire, même les deux premiers, on est à peu près sûr. C'est le 3, à partir de la troisième marche du podium, là, ça commence à devenir toujours compliqué. En plus, tu me prends comme ça au dépourvu. Oui, on est à Spa, il faut se mouiller. Bah Donc, oui. c'est Bottas ou c'est Perez? Attends, il y a la météo, le circuit. À un moment, je vais t'en trouver une troisième excuse hein, si tu veux. Attends, moi, il y a pas de problème. Bon, allez, t'inquiète pas, tu mets qui devient en premier comme ça. Je dirais Max. Max, en plus, j'ai envie de dire, il court à domicile parce qu'on sait qu'il y a Ouais. beaucoup de fans néerlandais qui viennent. Et il y en aura certainement encore beaucoup. Donc, ça va le motiver encore plus. Attendez la semaine prochaine. Ah oui, là, ça va être encore plus. Ça va Là, être costaud. ça va être. Ça va être costaud. N'empêche, trois être grands deux, prix, deux. tout en orange. Hein. Alors, est-ce que dans ces cas-là, on peut prévoir plutôt une marée orange? Moi, je ne prends pas à Spa. La marée orange, ce sera à Zandvoort. Ouais. Il y en aura à Spa, il y en aura, mais il y en aura moins que les années précédentes. Mais bon, par contre, moi, je vois bien Max gagner, même si Lewis, ça reste un client, et la Mercedes sur Spa, c'est quand même du solide. Hein. Mais bon, si je dois mouiller, je vais dire que Max gagne pour que ça relance un peu le championnat et qu'on s'amuse un peu. Et puis la troisième place, ça dépend. Si la course est sur le sec ou qu'elle est plus ou moins à la régulière, ça devrait être Bottas ou Pérez. Sauf un exploit individuel, comme on en a vu, hein, de Lando Norris ou d'un pilote Ferrari ou de Piero Gasly, comme je l'ai évoqué à l'instant. Et alors, bon, on va faire du coup un peu l'inverse. On a parlé du podium et on va parler de la pole. Qui serait capable d'aller dégoter cette pole sur un circuit détrempé? Parce que typiquement, de toute façon, on l'a bien vu, demain ça risque d'être de la pluie, samedi ça risque de la pluie, dimanche aussi. Donc de toute façon. C'est pas sûr, hein, c'est pas sûr. Okay. Samedi, c'est pas sûr. Samedi, ce sera peut-être sec. Okay. Donc sur le sec, voilà. Sur le sec, c'est vraiment la voiture aussi qui fait le temps. Et on l'a évoqué en début d'émission, c'est un peu les choix de réglage, les ailerons pour le premier, le troisième secteur ou pour le deuxième secteur. Et là, c'est-à-dire que celui qui met plus d'appui pour être bien dans le deuxième secteur, il a plus de chances de faire la pole. Parce que sur un tour, c'est plus performant. Mais pour la course, en faisant ça, on se déforce parce que dans les parties rapides où on peut doubler, c'est-à-dire les combes et l'ancien arrêt de bus, voilà,
on fait un choix. Maintenant, partir en pôle, c'est aussi un avantage, hein, parce que si on peut faire le trou sur les 2 premiers tours, se mettre en dehors du DRS, ben après, il vaut mieux faire la course devant et avoir la position de piste qui favorise, y compris sur le plan stratégique, avec un seul pit stop. Maintenant, tout ça, c'est sans tenir compte de la météo qui devrait être effectivement un peu quand même Ouais. un peu capricieuse. Oui, parce que ça se jouera sur les DRS. Parce que s'il y a pluie, le DRS, on oublie. Donc, évidemment, ça, on aura très vite l'occasion de le savoir. Bon, petit Nathan, allez, un petit prono pour la pole. La pole, je verrai ouais, aussi pareil Max. Bon, en tout cas, on le sent, ça fait 2 grands prix qu'il a pas pu s'exprimer correctement. On sait qu'il va essayer de Aïe. rattraper tout ça. Il racle du sabot, ça c'est sûr. Ah ouais, clairement, le taureau est énervé. Mais attention, Hamilton, dans l'exercice de la pole, il est très, très, très fort. Et il y a quand même un paramètre particulier à Spa, c'est la longueur de la piste. Hmm. Donc faire le tour parfait à Spa, c'est très prétentieux. Et il ne faut pas se louper dans la gestion de la qualif, et notamment de la Q3, parce qu'un tour qui dure 2 minutes et quelques, on n'a pas 2 fois la chance de. Donc il faut vraiment très bien gérer. Et on va de nouveau avoir le cinéma habituel de la course de lenteur pour se lancer en fin de séance. Donc il ne faut pas se louper sur le plan de l'organisation stratégique de la séance qualif et de la Q3 en particulier, parce que à Spa, il n'y a pas de deuxième chance. Parce que, enfin, ça, on va pouvoir revoir justement samedi vis-à-vis de la qualif, parce qu'effectivement, la Q3, la Q1 et la Q2, on n'a jamais généralement les mêmes hiérarchies, même si on voit des fois Max devant, des fois Lewis devant, des fois un autre pilote devant aussi. Bon, c'est évidemment la Q3 qui compte, ça, je l'apprends à personne, mais on va pouvoir peut-être être surpris, j'espère. J'espère qu'on aura pourquoi pas un autre pilote. Il faut se garder 2 trains Ouais. de gomme tendre pour la Q3, parce que c'est aussi un circuit de 7 bornes. Et donc les pneus tendres, prendre un train usé, c'est même pas la peine d'y penser. Mm. Et c'est d'où l'importance justement aussi et ça ce sera un des derniers points pour la partie F1, c'est vraiment la gestion des pneumatiques pendant la course. S'il pleut évidemment ce sera peut-être plus facile encore, et même limite plus préoccupant du tout. Évidemment c'est sur du sec, ben là si les écuries n'ont pas nécessairement le temps de travailler sur du sec, ça pourrait jouer un peu. Et puis la gestion des pneus pendant la qualif. Oui. Parce que se préserver un nombre de trains suffisant pour passer en Q2, en Q3, tout en préservant ses chances pour la Q3, en l'occurrence 2 trains de, de rouge neuf, et puis aussi en gérant le quota de pneus, que ce soit les médiums ou les hard, pour la course. Parce que bon, la course, si elle a lieu sur le sec de A à Z, il faut quand même avoir des pneus frais. Mm. Bon, on va passer sur la F3, puis ensuite on va vous laisser. Mais avant ça, petit rappel MS Predictor. Donc vous avez la possibilité via notre groupe. Donc il y aura évidemment des lots à gagner. Il y en a 3 qui seront à gagner d'ici la fin d'année. Je ne les ai pas encore dévoilés parce que il y a encore des petites, il y a encore des petites discussions qui sont en cours. Mais il y aura 3 lots. Donc un lot pour chaque personne sur le podium. Évidemment, vous devez, pour ce faire, établir le plus précis des pronostics, mais évidemment, on est là pour s'amuser. Mais donc, le top 10, la pole, le nombre de places gagnées, enfin, le pilote qui en a gagné le plus, le premier à s'arrêter. Et je vais en oublier un, ça c'est encore Et là, malin ça. Et meilleur tour. Et meilleur tour en course, pardon. Donc là, en l'occurrence, on a quand même des écarts qui sont pas super forts. Donc rien n'est fait jusqu'à la fin de la saison. Donc allez-y. Vous pouvez. Finalement, on va l'ouvrir jusqu'à la fin. Parce que pour certains, ça permettra de s'amuser jusqu'au bout. Parce qu'on n'est pas là pour fermer les portes à qui que ce soit. Donc voilà, s'il y en a qui souhaitent nous rejoindre sur MS Predictor, c'est très simple. Vous nous contactez via F1 Racing Live. Donc simplement sur notre groupe Facebook. Et il n'y a pas de souci, je répondrai, je vous ajouterai. Voilà, on est aussi là pour s'amuser. Il y a la partie
avec les loups à gagner, mais il y a évidemment la partie amusement qui est très présente. On va parler un peu de F3 parce que la partie F3, on a Denis Auger qui est sur les sommets. Clairement, lui, il est parti pour nous faire le championnat. Hein. Je pense que là, ça paraît, c'est un petit peu optimiste, mais ça semble plutôt réaliste. Denis Auger, champion F3, ça se précise. Mais justement, toi Pierre, qui a l'habitude de reparler des séries de promotion aussi, J'adore ça, j'adore ça. J'ai on, toujours adoré ça. on va J'ai démarré pouvoir. ma carrière, j'ai démarré ma carrière en suivant des copains en F3 et puis en F2, et ça a été une très bonne école journalistiquement, professionnellement pour la F1 après, parce que j'ai connu en Formule 2 notamment plein de gens de ma génération, hein, mais qui sont passés en F1 par la suite. Mais y compris des Ron Dennis ou enfin, un Prost Senna et d'autres. Donc quand vous arrivez en F1 et que vous connaissez déjà les gens auparavant, forcément, ça facilite les rapports et les relations. Alors c'est marrant que tu parles de Denis Auger, parce que non, moi je suis très passionné, donc, y compris par les formules de promotion. Alors Denis Auger, c'est un Norvégien et c'est le protégé d'un de mes amis, Harald Eusman, qui est son manager, qui est un ancien pilote. Et Harald, c'est un vieux copain à moi. Donc, avant-hier, il m'appelle en disant j'ai un problème avec Denis. Il arrive à l'aéroport à Bruxelles demain en début d'après-midi et je dois trouver quelqu'un qui l'emmène au circuit à Spa parce que voilà, il n'a pas 18 ans, il n'a pas le permis, il ne peut pas louer de voiture, enfin, il n'est pas autonome, quoi. Et bon, il se fait que moi, j'allais à Spa pour cette démonstration sur l'ancien circuit. Donc, je suis passé chercher Denis Auger à l'aéroport et je l'ai amené au circuit. Donc j'ai parlé avec lui pendant 1 heure et demie quoi, sur la route. Je le connaissais déjà, mais là j'ai vraiment pas mal bavardé avec lui. Alors tu dis, le championnat lui est quasiment assuré. C'est vrai que là, je crois qu'il a 63 points d'avance. Ouais, Et lui-même, 152 contre 89. voilà, et lui-même m'a dit, à Zandvoort, donc la semaine prochaine, si j'ai 65 points d'avance, j'ai le championnat avant la finale qui a lieu à Austin, au Texas, pour la F3. C'est une grande première. Donc il serait content évidemment d'arriver aux États-Unis avec le championnat dans la poche, comme ça le libérerait un peu pour se lâcher. Mais il fait preuve d'énormément de maturité cette année, Auger, je trouve, et il est très très constant, très régulier. Alors évidemment, il est chez Prema, qui est le top team, et voilà, c'est déjà un gage de réussite. Mais enfin, on voit quand même que ses équipiers, hein, Arthur Leclerc ou Oli Caldwell, voilà, ils ne sont pas aussi réguliers, aussi constants, aussi performants que Auger. Et Auger vraiment est impressionnant et je ne vois pas très bien qui peut l'inquiéter. Et où il me bluffe, c'est dans la gestion aussi de ces meetings à 3 courses, où vous faites la pause, vous partez 12e. Enfin, c'est quand même un peu frustrant et un peu difficile à gérer. On a vu beaucoup de pilotes quand même se louper ou être pris dans des collisions, des accrochages, etc. Et lui, il évite tous les coups et souvent, il ramène des gros points. Il fait même des podiums en partant en milieu de grille, quoi, dans la première ou la deuxième manche. Donc, je trouve qu'il est vraiment au-dessus du lot cette année. Je lui ai demandé d'ailleurs qui sont les mecs que tu redoutes le plus. Et il dit oui, bon, il y a Jack Doohan qui est très vite sur un tour, mais qui a du mal parfois à faire la course, ou Arthur qui peut être voilà, parfois brillant, mais rarement constant. Donc, on verra. Le pilote dont on a parlé ensemble et qu'il a le plus bluffé, mais qui n'est plus en F3, c'est Théo Pourchaire. Parce qu'il connaît très bien Pourchaire. Il dit en karting, je le battais. Et puis, on a fait la F4 en Allemagne et il a gagné le championnat. Ça s'est joué la dernière course sur un rien. Donc, et il dit Pourchaire m'a bluffé l'an dernier en F3 et surtout en F2 cette année, parce qu'ils voilà, ils ont le même âge. Hein, ils ont tout juste 18 ans. Ils viennent d'avoir 18 ans. Et ça, c'est 2 clients pour l'avenir, espérons-le. Même si l'avenir est très bouché pour cette génération, il n'y a pas de volant qui se libère en F1, donc c'est pas facile. On voit les meilleurs pilotes d'F2. Là, vous pouvez gagner le championnat d'F2. C'est pas du tout une garantie de volant en F1. On l'a vu avec Nick De Vries, mais que ce soit même Guan Yu Zhou, le chinois, ou Piastri, qui est quand même un rookie en F2 et qui est devant, bah, c'est pas du tout garanti qu'il puisse monter en F1 derrière. Donc c'est un souci pour cette génération-là.
Mais il risque de faire comme Pierre Gasly qui est parti un an au Japon faire la Super Formula et ensuite venir après en F1. Oui, c'est un échappatoire, mais c'est un peu un pis-aller, hein, la Super Formula. C'est une bonne école parce que ça les change tout à fait d'environnement, c'est une nouvelle culture, c'est d'autres circuits, c'est très formateur. Stoffel Van Dorn a fait ça, Pierre Gasly a fait ça, récemment il y a Yuri Vips qui a fait un peu ça. Mais bon, avec le Covid, la situation au Japon est très compliquée. C'est sûr. Et il y a des pilotes comme Sacha Fenestras, par exemple, qui a un contrat chez Tom's Toyota, il ne peut même pas y aller. Il n'a pas accès au Japon, quoi. Donc il ne court pas. Au contraire de Giuliano Alesi, qui lui est resté au Japon, a décidé de rester là-bas pour courir là-bas. Il ne peut pas revenir. Vous voyez les pilotes Toyota en WEC, comme Nakajima et Kobayashi, normalement ils roulent en Super Formula, là cette année-ci ils ne roulent pas. Parce que comme ils roulent en WEC, ils ne peuvent pas rentrer au Japon. Enfin, c'est très compliqué. C'est très compliqué, mais le Super Formula, par exemple, Auger, il va aller en F2 l'année prochaine, hein, ça paraît logique. Mais pour un Piastri ou un Zhou, c'est peut-être une piste parce que s'il n'y a pas de débouché en F1, c'est une manière d'enrichir son expérience malgré tout. Mm. Et on n'a pas nécessairement parlé aussi des pilotes français, parce que mine de rien, bon là, Recha de Gérus, lui, malheureusement, il est écarté ce week-end pour faire place enfin, ils sont deux, pour être précis, chez Charouz à faire place à deux autres pilotes. En l'occurrence, il y a Victor Martins qui a quand même fait des, C'est vrai qu'il marche bien. des courses assez intéressantes, et Clément Novala qui ça marche, et puis des fois bah, il y peut rien, et puis des fois bah, il est dans un accident, des fois voilà, on a ce sentiment malheureusement que Clément ça marche, mais il est peut-être, enfin je veux pas non plus dire n'importe quoi, mais j'ai l'impression que Victor a plus l'ascendant que Clément pour le moment sur la saison. La F3, c'est très compétitif, Ouais. c'est très dur, c'est très dur mentalement à gérer avec ces qualifs, le trafic qu'il y a avec 30 voitures en piste, c'est dingue. Et puis, c'est grille inversée, hein, donc c'est très compliqué. Et il faut vraiment avoir la tête froide et avoir la bonne équipe, le bon entourage. Bon, alors Clément, il est chez Trident, qui est une équipe performante, hein, on le voit avec Jack Doohan notamment. Mm. Et bon, il a souvent la vitesse. Mais il manque généralement le petit quelque chose vraiment pour concrétiser, pour conclure. Et c'est valable pour Victor Martins aussi, parce qu'on sait qu'il est vite. Mais cette année, c'est un peu décevant de voir qu'il y a des hauts et des bas, il y a des courses où il passe à côté, il est souvent pris des touchettes ou des accrochages, etc. Mais bon, c'est MP Motorsport, c'est pas Prema, quoi. Donc on ne peut pas comparer non plus des pommes et des poires, donc voilà. Ouais. En tout cas, c'est avec grand plaisir qu'on les revoit ce week-end, parce que mine de rien, bah, la saison elle approche à sa fin. Hein, mine de rien, pour la F3, ça va vite. La F2, évidemment, c'est pareil, ça va aller tout aussi vite. Donc, bon, évidemment, ce week-end, il n'y a pas de F2. Hein. Mais pour la F3, bah, on va encore prendre plaisir à regarder trois courses. Bah, là, pour le coup, eux seront peut-être plus concernés par la pluie, pour le coup. Donc, on, on va voir. Surtout demain matin. Ouais. Hein, quand on roule à la fraîche, là, je peux vous dire, dans le brouillard, l'hélicoptère décolle pas, etc. Enfin bon. Mais tu pourras Bienvenue demander dans les Ardennes. tu pourrais demander à Denis ce qu'il en pense. On verra. mais c'est clair que je pense que ça va être une épreuve pour pas mal de pilotes, parce que mine de rien, gravir le Raidillon, c'est quand même pas anodin. On l'a déjà vu avec pas mal de pilotes qu'on a eu l'occasion d'interviewer sur Endurance Live, notre groupe Endurance. Bah, pour le coup, dès que ça parle de Raidillon, c'est vraiment bah, pas l'attraction, mais voilà, c'est la symbolique de Spa. Donc, Et la difficulté, c'est surtout de mettre les trois secteurs ensemble. C'est de faire un tour complet en étant, voilà, en évitant les erreurs. Parce que le tour parfait à Spa, c'est quasiment impossible. Alors, tu parles du raidillon, le rouge, en principe, c'est au taquet. Hein, donc, c'est pas ça où on fait la différence. Mais le freinage des courbes, et puis après, il faut enchaîner secteur par secteur, virage par virage, et il faut boucler le tour en ayant tout mis ensemble, ce qui n'est pas évident. Y compris pour les jeunes en F3. Hein. Je peux vous dire que mettre les trois secteurs ensemble, c'est le challenge.
Bon, en tout cas, on va arriver sur la fin de ce live. Je tiens particulièrement à vous remercier, donc que ce soit toi, Pierre, bien évidemment, et évidemment aussi Nathan. Super content qu'on ait pu faire ce live ce soir. On va en rediscuter en off, savoir si ça t'intéresse de refaire pourquoi pas l'after. L'after, nous le fait lundi. Donc on aura l'occasion de débriefer du coup la course. Euh, en Lundi att- soir, je peux. Lundi soir, je peux pas, mais bon, bon, c'est vous ferez ça très bien sans moi. bon, c'est gentil Pierre. En tout cas, on va voir, on reverra pour des prochains lives parce que je pense que ça pourrait être tout à fait intéressant. On a Fabrice aussi qui va pouvoir revenir sur les lives, je pense. Donc on va vraiment pouvoir faire des lives sympathiques. Donc évidemment, Pierre, je peux pas faire autrement que de te remercier à nouveau et de reparler de F1i, donc f1ijournal.fr. Voilà, je vous remettrai l'information dans la description du replay, parce que du replay qui sera disponible évidemment sur Twitch et évidemment sur YouTube. Voilà, on aura l'occasion donc certainement de refaire des lives ensemble. Et pour les prochains, bien évidemment, lundi ce sera l'After the Race, donc Nathan, je compte sur toi. Il n'y a pas de souci. Voilà. Et on sera évidemment ravis de vous retrouver pour ce prochain Grand Prix. Je vous laisse le mot de la fin, les gars. Pierre, je te laisse la parole d'abord. C'est toujours un plaisir de bavarder avec vous, avec les passionnés, parce que voilà, c'est le dénominateur commun qui nous réunit, hein, la passion. Donc, alors moi, je suis un vieux dinosaure, certes, mais c'est la passion qui me maintient, voilà, autant énergique et voilà, euh, comment dire, je ne suis jamais blasé. Et voilà, j'aime la course et pas seulement la F1, vous l'avez entendu à propos de la F3. Et donc voilà, je vous souhaite un bon week-end au Grand Prix de Belgique parce que c'est quand même le rendez-vous de l'année et c'est un circuit qui est monumental, majestueux, centenaire en plus. Donc voilà, je suis très heureux. Je suis en train de préparer un bouquin sur les 100 ans de Spa-Francorchamps. On en reparlera à la fin de l'année, mais vous verrez, c'est du caviar. Bah, si tu veux, tu pourras partager la publication sur notre groupe. On sera très ravis de pouvoir partager Avec plaisir. ton livre. C'est gentil. Bonne soirée, à la prochaine. Yes. Bon, et puis ben, Nathan, un petit mot aussi pour la fin? Oh, mais il me tarde que ça commence parce que 3 semaines sans F1, ça fait beaucoup. Je commence à déprimer. Il faut que ça Non, recommence vite. faut- Non, on va bien s'amuser. Ça va être un beau Grand Prix. C'est Spa. C'était 4 semaines, non? Bah non, parce que c'était... Alors, attends, que je te dise pas de Ah, bon, bon. bêtises, c'était 20... Enfin, On a c'était eu tout 3 juste à week-ends cheval... entre les deux. Ouais, voilà, c'est Et trois tu week-ends. sais, Ouais. tu sais, c'est pas parce qu'il n'y a pas de F1 qu'il n'y a pas de course automobile. Non, ça Il a- oui, mais la F1 Avec aussi, ça manque. IndyCar, avec Le Mans, voilà. Oui. Pas que la F1 dans la vie. Ça, je sais, t'inquiète pas, je vais profiter des autres, mais c'est vrai que vu le championnat qu'on a, parce que c'est quand même l'un des championnats les plus serrés qu'on ait eu, ben on en redemande à chaque fois des courses comme ça. C'est ça, c'est vraiment. Là, la fin, je suis même pas sûr de savoir qui c'est qui va être champion du monde. Hein. Non, évidemment. Et c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Tout à fait. Bon. Ça devrait être la norme. Le problème, c'est qu'on a été déformé ces dernières saisons avec des championnats pliés d'avance, et ça a été souvent le cas. C'est un peu des cycles, hein. Il y a eu des tendances. Il y a eu les années Vettel Red Bull, les années Schumacher Ferrari. Voilà, il y a eu les années Hamilton Mercedes. Mais heureusement, on est visiblement en fin de cycle et ça nous ouvre des perspectives excitantes. Eh bien, on verra Eh ça. Eh ben on est parti. On est parti pour ce week-end à Spa. Donc continuez à nous suivre sur les réseaux. Donc vous avez vu défiler sur le live. On est présent sur Insta, sur Twitch, sur Twitter. Voilà, on est en grande partie Partout. présent sur ces réseaux. Évidemment, je vous reconseille de suivre F1i Oui. pour Pierre. Avec un I comme IndyCar, par exemple. Ah, puisqu'on parlait un peu des autres formules, on suit beaucoup l'IndyCar. Et pour cause, cette année, il y a Romain Grosjean et il y a pas mal de choses à en dire. C'est pas fini la saison d'IndyCar. En septembre, je vous recommande les 3 dernières courses d'IndyCar sur la côte ouest américaine.
Mais bon, je radote, je divague, je digresse. Bye bye tous. Allez, bon, sur ces bonnes paroles, merci de nous avoir suivis et n'hésitez pas à regarder le live lundi. Donc, ce sera l'After the Race pour le Grand Prix de Spa. Sur ce, prenez soin de vous et à ciao, bonsoir. Ciao, ciao. Salut.